Nous allons continuer cette deuxième partie de matinée, après donc la pause café, avec une deuxième partie assez chargée. Nous allons d'abord accueillir Nathalie Ilmy, donc, qui est de Niallement, centre scientifique de Monaco, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Ils vont intervenir tous les deux, une présentation commune. Oui. Ensuite, nous aurons donc Alexandre Ménez qui va avoir un petit interview également, un temps de parole. Et puis nous terminerons par la dernière table ronde avant la pause déjeuner auquel vous êtes absolument tous conviés. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc je vais, dans les quelques minutes qui viennent, vous parler de biodiversité, mais avant de parler de biodiversité marine, il est important de remettre un petit peu tout ça en place et déjà tout à l'heure, Alex Ménez en a dit quelques mots, mais il est important de replacer ce terme de biodiversité. Donc ma présentation va se faire en deux grandes parties. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité, combien y a-t-il d'espèces sur Terre, et puis après on verra cette biodiversité en danger et surtout comment la protéger pour donner quand même une vision positive de tout ça. Donc, première question, c'est qu'est-ce que c'est cette biodiversité? Alors, c'est vraiment un terme très utilisé aujourd'hui. Tout le monde utilise. J'ai fait juste quelques exemples dans la BD et autres. Vous voyez, à Sofia, vous avez aussi cet atlas de la biodiversité. Donc, c'est vraiment quelque chose de très courant comme mot. Pourtant, ce mot biodiversité, est un mot relativement récent. Dans les dictionnaires, il y a seulement 30 ans, on n'en entendait pas parler. C'est un mot qui est apparu dans les années 1980-1990. Au départ, par un entomologiste qui a le premier utilisé ce terme dans cet ouvrage biodiversité. Et très rapidement, ce mot est passé dans le milieu de la politique. Il a vraiment été mis en jeu en 1992 pour le sommet de Rio. Et aujourd'hui, c'est réellement un terme très utilisé en politique, peut-être trop. Alors, qu'est-ce que veut dire biodiversité? Alors, j'ai juste pris sur le dictionnaire Robert en ligne une définition. Il faut toujours revenir aux définitions des dictionnaires. Donc, la diversité, c'est diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu. Donc, c'est un inventaire. C'est un inventaire. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Alors, tout à l'heure, Alex a déjà donné des pistes. Non, bien sûr, la biodiversité n'est pas un inventaire d'espèces, n'est pas que un inventaire d'espèces. C'est d'abord un inventaire des écosystèmes, de tous les écosystèmes qu'il y a sur Terre. Alors ça peut être des écosystèmes comme l'océan, mais ça peut être également l'intérieur de notre bouche ou l'intérieur d'une fleur. Les écosystèmes ont toutes les tailles. C'est bien sûr cette diversité des espèces. Et puis, c'est aussi la diversité génétique. Et ça, c'est peut-être le plus important. Ici, nous sommes tous différents. Et c'est cette diversité qui fait notre richesse. Alors, vous le voyez, cette diversité, là, il y a quelques exemples sur des poissons, des amphiprions. Ils sont tous différents. Cette morphologie est une chose, mais il y a aussi derrière la physiologie. Alors juste un exemple qu'Alex doit connaître, puisque c'est un exemple qui touche la plongée et que je trouve assez fascinant pour montrer cette biodiversité. Vous avez un peuple en Indonésie qui s'appelle les Bajo, qui a une capacité de plongée assez exceptionnelle. Normalement, maximum de plongée, c'est une dizaine de minutes et en statique. Là, ce peuple-là peut plonger sous l'eau à 60 mètres pendant plus de 13 minutes de façon très active. Alors, certains se sont posé la question de savoir pourquoi ils avaient cette capacité-là. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une adaptation juste musculaire ou pas? Eh bien, en fait, ce peuple possède une petite mutation dans la formation de la rate, qui leur permet d'accumuler beaucoup plus de globules rouges et donc d'avoir une capacité de respiration bien supérieure. Cette mutation, peut-être certains d'entre nous l'ont, mais nous, on ne l'utilise pas, donc elle est perdue au fur et à mesure de la descendance. Ce peuple-là, qui l'utilise quotidiennement pour leur mode de vie, l'ont retenu dans leur génome. Donc, vous voyez que cette diversité génétique est vraiment quelque chose d'assez majeur. Alors, cette diversité, toutes ces espèces sont liées entre elles. Alors, quel est, par exemple, le lien entre un requin et une coquille Saint-Jacques? On ne voit pas immédiatement. Requin, ça ne mange pas les coquilles Saint-Jacques. Par contre, quand il y a quelques années, les populations de requins s'étaient effondrées, les coquilles Saint-Jacques aussi.
Et tout simplement parce que au milieu, il y a un élément, alors j'ai pris quelque chose de très simple, bien sûr, mais au milieu, il y a les raies. Le requin mange les raies mangent les coquilles Saint-Jacques. Donc si vous faites disparaître les requins, eh bien vous faites disparaître les raies, vous augmentez le nombre de raies, et donc il y a une prédation plus importante sur les coquilles Saint-Jacques. Donc vous voyez que cette diversité est réellement importante pour le fonctionnement des écosystèmes. Alors, combien y a-t-il d'espèces sur Terre? Ça, c'est une question importante. Alors, si on regarde historiquement, du temps d'Aristote, voilà, il y avait à peu près 500 animaux. Du temps de Linné, il y en avait 4000. Et aujourd'hui, combien il y en a? Eh bien, on ne peut pas répondre à cette question-là. La seule chose que l'on peut dire, c'est on a nommé un peu moins de 2 millions d'espèces. Mais combien y en a-t-il? On ne sait pas. Alors, le nombre, vous voyez, estimé, il serait de 8 millions. Mais il y en a peut-être plus de 100 millions. Il y a une énorme incertitude sur ça. Alors, j'aime bien montrer cette photo de l'espace. On connaît beaucoup mieux le nombre d'étoiles dans le ciel que le nombre d'espèces sur Terre. Le nombre d'étoiles dans le ciel est connu avec un facteur 4 d'estimation. Le nombre d'espèces, il est connu avec un facteur 50. Donc, vous voyez, il y a une très grande méconnaissance de cette diversité qui est en train de disparaître alors qu'on ne l'a même pas encore inventoriée. Alors, cette diversité, globalement, on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais la diversité, en fait, c'est principalement des insectes. Un animal sur deux est un insecte, donc c'est quelque chose de très important sur celles que l'on connaît aujourd'hui. Alors, vous m'avez demandé de parler de la biodiversité marine. Donc, quelle est la spécificité de cette biodiversité marine? Alors, regardons le volume habitable, comparé, le volume habitable dans les milieux marins et le volume habitable en milieu terrestre. Bon, là, il n'y a absolument pas de comparaison possible. C'est le milieu marin qui a le plus grand volume habitable, 93% par rapport au milieu terrestre. Donc, est-ce que le nombre d'espèces marines est dans la même taille? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il y a 86% d'espèces terrestres connues, on parle toujours des espèces connues. Pour 14% des espèces marines, il y a un peu moins, environ 270 000 espèces marines. Alors, comment peut-on expliquer ça? Alors d'abord, il faut bien avoir en tête qu'on parle de nombre d'espèces. Par contre, la diversité des organismes est bien plus grande en milieu marin. N'oublions pas que la vie est apparue dans la mer et que un certain nombre, à peu près 50% des grands groupes ont conquis le milieu terrestre. Certains d'ailleurs sont revenus dans le milieu marin. Mais donc 50%, eux, sont restés dans ce milieu marin. Donc il y a une beaucoup plus grande diversité de ce qu'on appelle les plans d'organisation, des grands groupes en mer que sur Terre. Donc ça, c'est vraiment déjà très important. La diversité, si le nombre d'espèces est plus faible en mer, cette diversité est bien plus élevée. Voilà. Deuxièmement, cette diversité est connue que récemment. Pendant très longtemps, la mer, c'était juste une surface sur laquelle on naviguait, et encore pas trop. Cette diversité est une exploration récente. Alors, juste venant de Monaco, on ne pouvait pas ne pas citer le prince Albert Ier, qui a vraiment initié cette discipline qui est l'océanographie. Eh bien, il était le premier à montrer que la vie existait en dessous de 6000 mètres en 1901. Et il a fallu attendre presque 50 ans pour descendre plus bas. Donc vous voyez que c'est une découverte récente. Seulement 25% des profondeurs océaniques ont été cartographiées. Donc une très grande méconnaissance de ce milieu marin. Et ce milieu marin, on s'aperçoit qu'il est surtout rempli d'organismes unicellulaires, alors de bactéries. Bactéries, 1 million de bactéries, chaque fois que l'on prend la tasse, dans 1 millilitre d'eau de mer, 1 million de bactéries et 1 milliard de virus. Donc c'est une soupe génétique, cet océan. Et puis également des organismes unicellulaires, des eucaryotes unicellulaires, et ça l'expédition Tara l'a parfaitement montré. Simplement pendant une mission océanographique qu'avait effectuée Tara, ils ont découvert 500 000 nouvelles espèces de protistes rien qu'en quelques mois. Donc dès qu'on commence à étudier ce milieu-là, on découvre beaucoup de choses. Et cette diversité dans la mer est pas répartie de façon très homogène. Alors, les récifs coralliens, qui est un milieu sur lequel on travaille beaucoup au Centre scientifique de Monaco, représentent une très grande partie de cette biodiversité. 30% de la diversité
des océans se trouvent dans les récifs coralliens qui ne représentent pourtant que 0,2% de la surface de l'océan. Les herbiers sont également un lieu très important de biodiversité. Alors curieusement, je n'ai pas trouvé de chiffre du nombre total d'espèces hébergées dans les herbiers. Ça serait intéressant de le trouver. Et puis cette diversité, elle est pas répartie, et ça tout à l'heure Alex Ménez l'a dit, elle n'est pas répartie de façon homogène. Les plus grandes, les espèces, les plus grands organismes sont plutôt dans le milieu pélagique et dans le milieu benthique, donc plus au fond. C'est de plus petites espèces, plus nombreuses. Et également, Alex l'a dit, il n'y a pas, comme dans le milieu terrestre, des frontières très établies. Alors, tout n'est pas totalement homogène, mais il y a un seul océan qui regroupe la totalité des autres océans. Et donc, tous ces courants homogénisent ce milieu-là. Puis, c'est un milieu un peu particulier. C'est un milieu dont la densité est élevée, qui a permis la mise en place d'organismes de très grande taille. Les plus grands organismes sont des organismes marins, comparé à notre éléphant. Et puis, cette diversité est répartie en fonction de la lumière. Donc, l'océan n'est pas quelque chose d'homogène. Cette biodiversité est utile à l'humanité, et ça sera tout à l'heure Nathalie qui en parlera. Donc, je passe cette étape-là. Et donc, abordant le deuxième partie de mon propos, cette diversité est en danger. Alors là, ce n'est pas une étude spécifiquement sur le milieu marin, c'est l'indice Planète Vivante qui reprend les populations. Alors il faut bien se méfier, là on parle de population, on ne parle pas d'espèces. Et on voit, et ça c'est de façon très claire, que les populations diminuent, le nombre d'individus dans les populations diminue, ça c'est un fait établi. Et cette diminution touche de façon différente les grands groupes. Et quand les milieux marins, c'est surtout les récifs coralliens qui sont touchés. On en dira quelques mots tout à l'heure. Et c'est ce qui a fait dire à certains qu'on pourrait s'approcher de ce qu'on appelle une 6e extinction. Il y a, dans le passé géologique de la Terre, il y a eu des grandes extinctions qui ont pu faire disparaître jusqu'à 80-90% de la diversité des espèces. On pourrait s'approcher d'une 6e extinction. C'est cependant très débattu. On pourra en dire quelques mots tout à l'heure. Alors, quelles sont les causes de cette érosion Donc, c'est principalement tout ce qui est surexploitation et fragmentation des habitats, invasion d'espèces exotiques, et en dernier, les changements climatiques dont on parlait tout à l'heure. Alors, un exemple terrestre pour vous montrer quand même que cette surexploitation est peut-être bien réelle. Vous voyez, la chasse au bison, vous voyez, c'est dans les années à la fin du 19e siècle. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir sur la chasse au bison. Donc c'était vraiment une surexploitation très importante. Vous voyez que les populations de bisons s'étaient effondrées. Et aujourd'hui, grâce à des mesures de protection dont on parlera tout à l'heure, on retrouve ces populations. Alors en milieu marin, il y a la surexploitation des espèces est un problème. Le commerce illégal, le commerce illégal de coraux, le commerce illégal de requins. Ça, c'est un premier problème. La surpêche, la surpêche est également un problème. Donc il y a, au siècle dernier, quand on voyait les poissons, la taille était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Or, la taille au plus les animaux vieillissent, au plus leur taille est grande, et au plus ils produisent des œufs. Donc quand on diminue le nombre de gros poissons, on diminue le nombre de reproduction de ces poissons. Donc c'est un problème sur la démographie des poissons. Et puis, là aussi tout à l'heure, Alex a dit 2 mots, on retrouve maintenant des moyens de pêche qui sont colossaux. C'est plus le petit pêcheur avec sa barque comme on trouvait dans notre région, mais c'est vraiment des moyens colossaux qui sont développés pour cette pêche. Pourtant, si on fait des actions, il peut y avoir des résultats rapides. Et on l'a vu pour le thon de Méditerranée, les populations de thon s'étaient effondrées. Des actions ont été mises en place par les gouvernements, réduisant le nombre de quotas de pêche. Et maintenant, on retrouve des populations en meilleur état et on retrouve la pêche de ces gros poissons possible. Donc vous voyez que si on met en place des contraintes, on peut trouver des solutions rapides. Ça s'est fait en quelques années.
Et puis, parmi les autres problèmes du milieu marin, c'est la fragmentation des habitats. Là aussi, Alex en a dit quelques mots. Cette fragmentation des habitats par les constructions côtières, qui est sur cet espace sur lequel se trouve une grande partie de la vie. Rappelez-vous, la vie dans la mer n'est pas homogène. Donc Dubaï, l'aéroport de Nice, Osaka et le terre-plein de Fontvieille à Monaco. Bon, tout ça, c'est des espaces qui ont été gagnés sur la mer et donc qui ont été perdus pour le type d'écosystème sur lesquels ils ont été construits. Et on voit très nettement, là c'est une courbe qui montre l'abondance des requins à partir de zones habitées dans le Pacifique. Eh bien, on s'aperçoit que c'est l'abondance de ces animaux-là et dépend de la distance par rapport à l'urbanisation. Les espèces invasives sont également un problème. Là, c'est les méduses en mer Noire qui gênent profondément les activités de pêche. Les tentes de taux, alors ça c'est un très bel exemple. Donc les tentes de taux, vous le voyez à côté de Montpellier. Alors quand on regarde la population de cet étang, alors c'est magnifique. On a une biodiversité, une diversité des espèces très importante. On est tout content. On voit plein d'espèces. Mais si on supprime les espèces introduites dans cette magnifique figure, qu'est-ce qu'on a ? Ben voilà, en fait, l'étang de Thau, c'est une zone tropicale. Alors, on peut se dire, c'est formidable, parce qu'il y a des espèces, donc finalement, qu'elles soient locales ou tropicales, c'est la même chose. Ben non, c'est pas du tout la même chose. On modifie les écosystèmes et on modifie le pool génétique de ces écosystèmes. Donc, vous voyez que le nombre d'espèces n'est pas toujours synonyme de qualité d'un environnement. Les changements climatiques, quand même, ils arrivent, même s'ils ne sont pas en premier, ils arrivent sur ces problèmes-là. Là, c'est une étude pilotée par Nathalie Lmy et une collègue de l'université de Nice, Virginie Rebaud, pour montrer que, à la fin du siècle, la répartition des espèces, là on s'est intéressé aux espèces pêchées, sera très différente, avec des implications non seulement environnementales, mais aussi économiques, parce que les pêcheurs vont devoir s'adapter à pêcher d'autres espèces. Voilà. Et donc là, j'ai montré la répartition des poissons, mais tout à l'heure on a parlé aussi de l'impact sur la santé humaine, justement Valérie Masson. Là on voit ici les changements climatiques va influencer aussi la distribution de bactéries pathogènes. Donc en 2100, il y aura plus, dans ce cas-là, c'est des vibrios. Donc modification de tout ça de notre environnement. Il y a également des effets de cet réchauffement sur des phénomènes beaucoup plus contraints dans le temps, des mortalités de masse de gorgones, mais aussi de poissons et de cachalots, qui sont dus à des phénomènes souvent courts dans le temps, mais qui sont importants. Et puis un autre problème qui est l'acidification des océans, ce CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère va se dissoudre aussi dans les océans, va acidifier ces océans. Alors pour l'instant c'est encore un phénomène relativement mineur, mais qui va devenir de plus en plus important et qui a aujourd'hui un impact surtout dans certaines zones avec des remontées d'eau profonde plus riches en acidité et qui ont obligé certaines compagnies d'ostréiculture sur la côte ouest des États-Unis à migrer à d'autres zones. Donc, vous voyez aussi les répartitions économiques. Les récifs coralliens, d'après le GIEC, pourraient être le premier écosystème à disparaître de la surface de la Terre pour un réchauffement supérieur à plus de 2 degrés. Vous vous rappelez ce qu'a dit tout à l'heure Valérie Masson-Delmotte, on serait plutôt vers 3 degrés. Donc, les récifs coralliens pourraient être le premier écosystème à disparaître. Et puis, il y a aussi des pollutions locales, mais qui peuvent être plus facilement gérées. Et puis, à la fin, il faut protéger donc cette diversité. Alors, cette idée de protection est ancienne. Vous voyez que la première personne, finalement, qui avait imaginé protéger les espèces, c'est Noé avec son arche. Donc, on met juste 2 espèces. Alors, il ne connaissait pas encore la génétique. 2 espèces, enfin, un couple de chaque espèce n'était pas suffisant. Mais c'est quelque chose de relativement important. Le premier parc national à avoir été créé, c'est le Yellowstone, créé en 1872. Et on voit qu'il a vraiment été très positif pour la réapparition du bison. Le premier parc marin, aussi aux États-Unis, c'est les Everglades, c'est presque 50 ans plus tard, en 1947, parc très important. Alors, les aires marines protégées, c'est quelque chose de très important, parce que ça va éviter les pressions sur une zone bien précise, et donc ça va permettre à cette faune et flore de pouvoir prospérer, et donc ça va augmenter la résilience de ces écosystèmes.
et on le voit, il y a vraiment des études nombreuses qui montrent que ces aires marines protégées ont un réel effet sur les populations de poissons. Malheureusement, cette protection est souvent largement insuffisante. La grande majorité de ces aires marines protégées ne sont pas surveillées et donc on a beau afficher des chiffres. Voilà, moi je protège 10% de mon territoire, mais si ces zones ne sont pas réellement protégées, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et les Nations Unies ont décrété qu'il fallait arriver à protéger 30% de cette biodiversité. Donc c'est les objectifs 30-30. Alors, aujourd'hui, les scientifiques, qui ont toujours plein d'idées, se disent que peut-être il va falloir modifier alors les espèces. Alors, on n'en parle les modifier génétiquement. Le but n'est pas de faire des organismes génétiquement modifiés, mais les sélectionner, comme on a pu sélectionner dans le temps des animaux qui produisent plus de lait, par exemple. Sélectionner des animaux qui pouvaient être résister à des températures plus élevées. Et actuellement, c'est en train de se faire. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur les coraux. Premier écosystème à disparaître. Donc des coraux, sélectionner des coraux plus résistants à la température et les remettre là où ils ont été prélevés. Donc ça fait partie des possibilités, des solutions possibles avec toutes ces difficultés. Et voilà, et je vais m'arrêter là et passer la parole à Nathalie qui va vous donner les éléments sur l'utilité et le rôle de cette biodiversité pour le changement climatique, pour lutter contre le changement climatique. Merci beaucoup. Suite à Denis, qui nous a parlé de biodiversité, moi je vais vous parler des services que rend la biodiversité à l'humanité, pas seulement pour le changement climatique, mais aussi d'autres services écosystémiques qu'on va regarder ensemble. Tout d'abord, en économie, la biodiversité, on l'appelle un peu autrement. On l'appelle capital naturel. À côté du capital produit, capital social, capital humain, on a le capital naturel. Malheureusement, jusqu'à présent, ce capital naturel est souvent compté comme ne vaut rien, est égal à zéro, et donc on ne le considère pas. La seule façon d'avoir un prix sur le capital naturel, c'est de l'extraire en fait. Donc on va voir un petit peu dans la présentation. Je vais repartir du changement climatique. Le changement climatique qui s'accélère ces dernières années, je ne vais pas revenir, on l'a vu dans la session précédente, et qui n'est pas prêt à s'arrêter puisque les émissions continuent. Malheureusement, on n'est pas sur les bonnes politiques pour réduire ces émissions de CO2. Donc on continue à avoir une planète qui va se chauffer davantage et davantage. Et voici visuellement ce que ça donne à 1,5 degrés Celsius, 2 ou 4 degrés Celsius, c'est de plus en plus rouge, donc c'est pas bon. Au niveau de la perte de la biodiversité, à 1,5 degrés Celsius, on a déjà pas mal de pertes, mais dès qu'on passe à 3, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé. Donc là, rien que visuellement, c'est clair. Je vais repartir dans l'océan pour reprendre mes exemples dedans. C'est le rapport spécial du GIEC qui est sorti en 2019 à Monaco sur l'océan et la cryosphère. Et donc ce rapport spécial, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a toute une partie, notamment sur l'océan, qui disait que l'océan a absorbé plus de 90% de la température excédentaire. À cause de ça, ça a fait une déoxygénation, on a eu aussi une acidification, donc voilà, augmentation des températures, pas seulement des vagues de chaleur marine, mais ça a vraiment été une catastrophe au niveau de l'océan aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout à l'heure, Denis a mentionné l'étude qu'on avait fait sur la Méditerranée avec l'Université de Nice et Ecosis. Donc, on voit en fait les espèces de poissons qui remontent vers le nord de la Méditerranée parce qu'ils cherchent de meilleures températures. Et ça rejoint un petit peu aussi la présentation de Nadia qui disait que les pays les plus vulnérables, ce sont les pays les plus pauvres et subissent le plus en fait l'impact du changement climatique puisque les poissons
commerciaux notamment, remontent du sud de la Méditerranée vers le nord, donc vers l'Europe. Et ça impacte la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle des pays. Donc ce qu'on devrait faire, c'est réduire la pollution, la surpêche, mieux gérer les pêches et avoir des aires marines protégées. C'est l'objectif 30-30 de QMIN Montréal. Et voilà. Donc dans le rapport du GIEC, on a l'impact du changement climatique sur l'aspect physique, tout en haut, là en vert et jaune. Dans la deuxième partie, on a les écosystèmes, de la façon dont ils sont impactés. Et tout en bas, on a les services écosystémiques que nous allons considérer maintenant, puisque je suis économiste et je vais vous parler plutôt de l'impact sur l'économie et l'homme. Qu'est-ce qu'un service écosystémique ? C'est le Millennium Ecosystem Assessment qui, en 2005, les a partagés en 4 catégories, qui les a définies. Donc ces 4 catégories qu'on va reprendre à chaque fois pour répartir notre capital naturel. Et vous voyez que même à la fin, on a l'aspect culturel, récréationnel qui est très important puisqu'on tient compte aussi de l'aspect social. Donc l'océan, donc, comme je disais, a joué un rôle très important parce qu'il a absorbé l'excès de température, mais aussi le CO2. Donc c'est ce qu'on appelle le carbone bleu. Le carbone bleu, ce sont des écosystèmes marins qui peuvent être côtiers ou dans la mer, jusque le fond de la mer d'ailleurs, et qui permettent d'absorber le CO2. Parce qu'en fait, pour résoudre le problème du changement climatique, ça ne suffit pas de réduire nos émissions de CO2, il y en a déjà beaucoup trop sur la planète, il faut aussi l'enlever. Donc c'est le retrait de ce CO2 qui peut être permis grâce à la nature. Donc on a la forêt, mais l'océan a un rôle très important aussi à jouer. Donc ces solutions fondées sur la nature sont à considérer. C'est ce qu'on a fait dans un workshop que j'avais organisé en octobre 2021 à Monaco. Le prince Albert II était aux conclusions. Et voilà, on a partagé en fait en 2 la partie côtière qui permet d'absorber donc le CO2 grâce aux mangroves, aux marais salés et les herbiers marins. Donc le problème, c'est qu'ils sont en train de disparaître aussi, à cause aussi du changement climatique. On a écrit donc cet article pour dire que le carbone bleu est très important pour l'atténuation du changement climatique, mais ce n'est pas uniquement pour l'atténuation, puisque on a ici des exemples où les mangroves, par exemple, servent aussi à d'autres co-bénéfices. Donc, c'est pour quand on parle à un décideur politique et on lui dit qu'il faut protéger la biodiversité, souvent il ne voit pas l'intérêt, surtout si on a écouté Denis et qu'on a vu qu'on n'a même pas réussi encore à comptabiliser toutes les espèces qui existent. Donc, c'est compliqué de leur expliquer qu'il faut la protéger. Par contre, quand on commence à leur montrer les valeurs de ces services écosystémiques, c'est-à-dire ce que la nature nous rend service, alors à ce moment-là, on voit plus l'intérêt de la protéger. Alors ça, c'est pour les mangroves. Vous voyez les 4 catégories. On a fait, il y a des études qui ont été aussi faites sur les marais salants et les herbiers marins. Donc on a déjà des valeurs qui ont été faites. Ce qu'il y a, c'est que c'est très local. C'est très compliqué de donner une valeur globale. Il faut vraiment aller sur le terrain, ça prend du temps. Les scientifiques vous le diront, il faut vraiment... voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'est pour ça aussi, non seulement on veut convaincre les décideurs politiques, mais on veut convaincre aussi le secteur privé d'investir. Donc pour les convaincre, il faut leur montrer l'intérêt de leurs investissements. Le secteur privé n'investit pas s'il n'y a pas un retour sur investissement. Donc quand on leur explique que là, il y a des bénéfices grâce à la nature, quand on la protège, elle nous rend des services qui sont chiffrés, ça les intéresse déjà un petit peu plus. Donc pour les mangroves, je vais maintenant encore plus restreindre et parler des mangroves. Donc là, c'est une étude qui avait été faite en 2022. On a un projet de recherche avec mes étudiants qui sont là, qui portent donc sur les mangroves notamment et leurs services écosystémiques. On a des méthodes de calcul
pour les services écosystémiques. Il y en a plein, en fait. Souvent, on dit c'est compliqué de calculer les services que nous rend la nature, mais en fait, il y en a plein. On sait comment les calculer, il faut juste prendre le temps. On a besoin de la science, donc en fait, c'est une approche complètement multidisciplinaire. On ne peut pas faire que de l'économie. C'est ce que je fais depuis 2009 au Centre scientifique de Monaco. C'est en fait lier plusieurs disciplines. Et après, donc, je voulais vous parler aussi des services écosystémiques de carbone bleu au niveau marin. Donc, on a tout ce qui est le phytoplancton, évidemment, mais aussi le fond de la mer, puisque ça descend jusqu'au fond de la mer. On connaît l'histoire des baleines, notamment qui capturent. Et là, on avait fait on avait essayé de voir dans cette étude, dont vous avez la source en dessous, toutes les catégories et les services qui rendent à l'humanité au fond de la mer. Donc, c'est quand même beaucoup de choses. Par contre, quand on les évalue, donc là, tout à l'heure, c'était les services, d'accord ? Ici, vous avez les évaluations. Les évaluations économiques, si vous regardez bien, tout est calculé en millions, d'accord ? Le seul qui est calculé en milliards, le billion, c'est le oil and gas, malheureusement. Donc, c'est assez compliqué de dire, après, quand on montre des choses comme ça, de dire qu'il faut arrêter les énergies fossiles, il faut arrêter d'aller au fond de la mer et les extraire. Et encore, on n'a pas mis tout, en fait. D'accord ? Donc c'est assez compliqué. Il faut avoir d'autres arguments. Et notamment, c'est ce qu'on est en train de travailler aussi avec des collègues scientifiques du Scripps à San Diego, montrer que c'est très dangereux d'aller remuer le fond marin parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, en fait. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de tuer de la biodiversité qui nous rend des services en soi-disant aller récupérant des énergies fossiles. Il y a donc pour l'évaluation des services écosystémiques, il y a un rapport qui était très intéressant par l'IPBES, sur lequel on se base beaucoup, pour donner une valeur à la nature. Et selon la façon dont on se place, en fait, la valeur de la nature est différente. Si on a des populations humaines qui vivent dans d'autres parties du monde, je pense notamment en Polynésie française. Si je prends l'exemple des récifs coralliens, ils considèrent que l'âme de leurs ancêtres se réincarne dans les récifs coralliens. À ce moment-là, c'est impossible de donner une valeur à quelque chose qui est spirituel. Donc, selon la façon dont on se place, on va donner une valeur différente aussi à la nature. Par contre, pour l'emmener jusqu'à la décision politique et pour pouvoir faire ces évaluations, on a tout ce qu'il faut, en fait. On a les méthodes pour calculer, pour donner des valeurs. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est changer notre paradigme, changer notre économie, ne plus voir la valeur de la nature uniquement comme extractive, mais la voir comme régénérative. Et c'est cela que j'essaie de porter aussi dans mes messages quand j'explique le rôle de la nature. En 2050, on doit être tous net zéro. Si la nature nous permet d'absorber le CO2 excédentaire, ça va nous aider, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. On aura peut-être besoin d'autres choses comme la technologie. On y travaille aussi. Le problème, c'est que la technologie, on ne sait pas encore quels sont les effets inverses, les effets néfastes, tandis que la nature, ça fait des millénaires qu'elle joue son rôle, en fait, qu'elle nous permet. Et à cause du changement climatique, on est en train d'abîmer notre nature, parce que Valérie l'a bien montré tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va se passer avec les augmentations de température. C'est la nature aussi qu'on est en train de détruire. Donc, notre bien-être et notre économie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.